Ce que vous voyez là, c'est des images de la GDC, qui est une prestigieuse conférence de développement de jeux vidéo où les studios se rencontrent, partagent des secrets de fabrication, tout ça. Et cet homme, pas grand monde s'attendait à le voir là. Parce qu'il travaille chez Nintendo et on s'amuse pas vraiment à ouvrir ses portes et à raconter ses secrets de fabrication dans cette entreprise. Mais la boîte fait une exception ce jour-là, parce qu'à ce moment-là, on est en mars 2017 et le jeu sur lequel cet homme travaille est sur le point de sortir. Ce jeu s'appelle The Legend of Zelda Breath of the Wild, et l'entreprise sait très bien qu'ils viennent de faire quelque chose d'exceptionnel, et même eux ressentent le besoin de le partager avec le reste du monde. Great. Dans Breath of the Wild, à peu près 10 secondes après avoir commencé le jeu, on nous fait escalader ce mur pour sortir de la grotte où on a commencé. Ce qui n'est pas inhabituel, c'est souvent possible dans les jeux vidéo d'escalader certains murs, ça veut pas dire qu'on va pouvoir le faire partout. Mais dans ce jeu spécifiquement, on peut le faire partout, et le jeu aimerait que je le comprenne. Qu'est-ce qu'il fait? 10 mètres plus loin, il y a un arbre avec 2 pommes, et une qui est suffisamment basse pour que je puisse l'attraper en sautant, et l'autre qui a été placée un demi-pixel plus haut, de façon à ce que juste sauter en dessous ça suffise pas. Et donc on tourne, on gesticule, on essaye différents trucs, et à un moment, on s'accroche à l'arbre. Ça paraît rien, ça paraît tout bête. Mais est-ce que j'ai l'impression que le jeu m'a appris un truc? Non, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Encore 10 mètres plus loin, je trouve cette hache, et si elle avait juste été posée par terre, je me serais dit, le jeu m'a donné une arme, très bien. Mais elle est plantée dans un tronc, et elle s'appelle hache de bûcheron, et donc j'ai envie de l'essayer quand même, juste pour voir. Je me dirige vers le premier arbre que je vois, je le coupe, et il tombe dans la mare en dessous, exactement avec la bonne forme pour faire un pont. Ce qui me fait me dire, je peux probablement aller sur cette île du coup, et donc je devrais continuer sur l'île d'après, et je sais pas si vous êtes au courant, mais on peut escalader n'importe quelle surface dans ce jeu, et je trouve ma première épée. Est-ce que vous pensez que je sors de l'expérience en me disant, tiens, le jeu m'a appris à transformer l'environnement pour résoudre des énigmes? Non, j'en sors en me disant, waouh, tout s'est trop bien goupillé, c'était passionnant, j'ai une épée, et maintenant j'ai les yeux écarquillés et pleins d'étoiles, et je regarde autour de moi pour savoir quelle est la prochaine chose à trouver. Ça aurait été 100 000 fois plus simple pour eux en termes de charge de travail de me bloquer 10 minutes dans un didacticiel et de m'apprendre tout ça. Mais ils connaissent très bien le cerveau humain aussi. Et ils savent que les gens ont naturellement tendance à suivre les routes, ils savent que si les pommes sont sur la branche qui surplombe la route, j'ai encore plus de chances de les voir, ils savent que je vais préférer couper l'arbre à 3 mètres plutôt que l'arbre à 15 et c'est celui qu'ils ont mis à côté de la mare. Regardez comme la scène avait l'air naturelle au début. Vous savez à quel point c'est dur d'inciter un comportement bien particulier chez un individu libre avec un endroit qui a l'air aussi normal? Ils ont fait ces efforts pour que j'ai l'impression qu'on me prenne jamais par la main, pour que j'ai l'impression que tout vienne soit de moi, soit du hasard, et là où ça devient vraiment impressionnant, c'est quand on réalise que cette philosophie de tout agencer au centimètre carré pour donner l'impression au joueur que rien n'est agencé, elle n'est pas applicable juste pour lui apprendre à jouer au jeu, elle est applicable pour le balader pendant 50 heures, sur un terrain 100 fois plus grand que ça encore. Le jeu nous garde 45 minutes de plus sur ce plateau en hauteur, histoire qu'on ait vraiment les bases, et puis il nous file un parachute et il nous envoie à l'aventure. Et là, il est important de préciser que Breath of the Wild est un open world. Un jeu qui se passe sur une seule grande carte, par opposition à un jeu avec des niveaux fermés qui s'enchaînent. Ok, pensez Red Dead Redemption, Assassin's Creed, GTA. C'est des jeux qui sont super impressionnants de loin. C'est pas très dur de les vendre, parce que tu vois la pub et tu te dis, mon dieu, 20 000 km² de liberté, me perdre dans un univers fantastique, je dois absolument jouer à ça. Maintenant la vérité, c'est que c'est un genre de jeu où c'est atrocement dur de faire en sorte que le joueur s'ennuie pas. Parce que le genre oblige un petit peu les développeurs à larguer le joueur au milieu de nulle part, et il est émerveillé pendant 10 minutes et puis il se demande ce qu'il y a à faire. Et il va commencer à marcher dans une direction au hasard, parce que c'est le but, et si au bout de 10 minutes il a rien trouvé d'intéressant à faire, il va couper le jeu et jamais le relancer. Pour éviter ça, la plupart des open world nous mettent des points partout sur la carte, ou genre des colonnes de lumière géantes pour qu'on soit bien sûr tout le temps de où aller. Et quand ils font ça, nous les joueurs, on se rend lentement compte qu'on fait pas une balade sur la carte. On fait les missions à peu près dans l'ordre où le jeu nous les envoie, et la seule différence avec un jeu fermé, c'est qu'on met 8 plombes à aller d'une mission à l'autre.
Même les open world acclamés par la critique sont souvent obligés de restreindre la liberté. Il y a plusieurs méthodes pour ça, par exemple fermer certaines régions de la carte au début, pour que le joueur y aille pas trop tôt. Halt! No passage. Bridge is closed. Because King Radovid said it should be. Ou alors il y a un système de niveau qui fait que on pourrait aller dans cette région, mais tous les ennemis sont bien trop haut level et on n'est juste pas assez fort. Ce qui les rend quand même populaires, c'est qu'ils compensent avec d'autres choses. Par exemple, la méthode de l'éditeur Rockstar, c'est on va tellement soigner la mise en scène et la narration que personne pensera à se plaindre qu'il est obligé de suivre l'histoire. Mais au moment où on vous remet le parachute de Breath of the Wild, c'est la première et la dernière frontière du jeu qui tombe. À partir de là, toute la carte est accessible. On vous empêchera d'aller nulle part. Enfin, on essaiera à de nombreuses reprises de vous empêcher d'aller quelque part, mais c'est censé jamais être insurmontable. La première fois que j'ai quitté le plateau, j'avais décidé d'aller vers l'est, parce qu'il y a quand même une histoire dans ce jeu, et quelqu'un avait dit qu'il y avait des trucs intéressants à l'est. Et puis après 5 minutes à suivre la route, j'ai vu des bestioles terrifiantes au loin, et j'étais vraiment pas décidé à mourir 3 secondes après le début de mon aventure, donc je suis sorti de la route. Et il en fallait vraiment pas plus au jeu. Hein. Sur cette décision, c'était acté, je savais pas à ce moment-là, mais c'était acté que j'arriverais jamais là où l'histoire voulait m'emmener. En quittant la route, je suis tombé sur cette espèce de village à moitié englouti, mais lui-même pris dans l'intérieur d'une sorte de volcan. C'était très étrange, mais quand j'ai voulu explorer l'endroit, un caillou s'est mis à m'agresser. J'ai fui à nouveau, mais c'était vraiment un très gros caillou, je vous jure. Et j'étais décidé à retourner sur la route parce que je me disais que c'était vachement dangereux. Et au moment de le faire, je vois cette espèce d'immense tronc d'arbre. J'étais obligé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je rentre à l'intérieur, il y a cette fleur. Et quand je veux l'attraper, elle se barre. Et je poursuis la fleur jusqu'en haut de la colline avec un caillou qui essaye de me faire la peau entre temps. Et en haut, j'ai découvert que c'était une espèce de petite fée qui me donne un bonus. Et le bonus en lui-même n'était pas vraiment important, mais le fait est que j'étais en haut de la colline maintenant, et de là j'ai vu quoi? Des gobelins endormis qui protégeaient un coffre. Je sais que techniquement ça s'appelle pas des gobelins, mais j'essaye d'être tout public. C'est une vidéo pour le monde quand même. Et je suis en train de faire beaucoup trop de bruit en fait. Et 2 heures plus tard, j'étais sur cette montagne, à l'ouest de la carte, genre complètement à l'ouest. Et je sais pas vraiment comment je suis arrivé là, je me suis fait balader d'un truc intéressant en un truc intéressant. Et comme toutes les décisions qui m'ont mené là, c'était mes choix, pas des dialogues, pas des quêtes, pas des marqueurs, tout vient de mes choix, le sentiment de liberté était hors du commun, il était meilleur que dans à peu près n'importe quel jeu. Je sentais tellement pas la main du développeur sur ce que je faisais, que je me suis pas dit des trucs évidents comme « ce n'est pas possible d'être toujours à 2 minutes d'un truc intéressant à faire, il y a quelque chose qui cloche ». Et je me le suis jamais dit parce que j'étais occupé à planifier le prochain voyage. Est-ce que vous pensez qu'on devrait aller vers les montagnes flippantes là-bas ou genre traverser le pays des champignons pour voir pourquoi il y a de l'orage là et uniquement là? On peut voir la grande illusion si on obtient une carte du jeu avec tous les points d'intérêt débloqués. Regardez comment ils sont placés à peu près tout le temps à la même distance les uns des autres. Vous pouvez voir le principe de être toujours à 2 minutes d'un truc à faire physiquement ici. Vous pouvez aussi les voir former des routes pour permettre aux joueurs d'arriver par hasard dans les coins les plus reculés de la carte. Et puis c'est pas seulement les endroits où on les place, c'est l'ordre dans lequel on les place. Regardez ça, c'est des graphes qui nous ont été fournis par les développeurs, c'est les principaux points d'intérêt du jeu en fonction de s'ils sont faciles ou pas à voir, de la montagne jusqu'aux champignons. Et ça, c'est les points d'intérêt classés par ordre d'importance pour le joueur. Est-ce que vous voyez que les trucs les plus intéressants sont globalement petits, mais ils ont été très intelligemment saupoudrés autour des montagnes et des tours, et donc ça crée ce phénomène très très naturel où je suis quelque chose au loin parce qu'il est visible, même s'il n'est pas très intéressant, et je finis par tomber sur des trucs qui étaient beaucoup moins visibles, mais très intéressants. Maintenant, Breath of the Wild a pas créé une quantité infinie d'activités à faire, et vous seriez en droit de me faire remarquer que c'est super hein, de toujours avoir un camp de gobelins à 30 mètres, mais peut-être qu'après 50 heures de jeu, j'en ai marre de tuer des gobelins. On l'a déjà vu rapidement, mais les autres gros open world contournent ce problème avec de la narration. The Witcher 3, très bon exemple, la map est absolument magnifique.
Mais tuer les mêmes monstres en boucle, ce serait rapidement ennuyeux s'il n'y avait pas l'ambiance et la pression et la grand-mère dans son village en ruine avec son accent du fin fond du Pays de Galles qui t'explique que son petit-fils a disparu un soir de pleine lune. Même Skyrim, qui ressemble déjà beaucoup plus à Breath of the Wild, la carte très ouverte dès le début, très axée sur l'exploration, même Skyrim a besoin de narration. Quand on trouve une grotte dans Skyrim avec des monstres dedans, on est très content. Mais si ça débouche sur une quête entière avec un groupe d'aventuriers perdus à retrouver, on est encore nettement plus content. Skyrim a besoin de narration. Breath of the Wild, non. Breath of the Wild est le seul dans le tas qui en a vraiment pas besoin. Pourquoi ? Parce que cette incroyable philosophie de le joueur doit avoir l'impression de tout découvrir par lui-même, elle a aussi été appliquée au gameplay. La comparaison la plus évidente, c'est le feu. Quand on nous donne la possibilité de lancer du feu dans Skyrim, ça sert à faire des dégâts. Point, ça sert à faire des dégâts. Quand on nous donne le feu dans Zelda, c'est des dégâts, c'est faire fondre la glace, c'est détruire des plantes, c'est se protéger du froid, c'est faire la cuisine, c'est transformer les flèches, c'est même un moyen de se déplacer. Et ce n'est archi pas que le feu, on nous donne une mécanique sous n'importe quelle forme dans Breath of the Wild, on nous donne 15 effets différents. Là, quand on nous donne une feuille, un joueur normal l'utilise pour faire tomber les ennemis, un joueur malin l'utilise pour les balancer dans le vide, et un génie du mal absolu en dépose 15 à l'entrée d'un camp de gobelins pour qu'ils les ramassent, et qu'ils gesticulent dans tous les sens et qu'ils s'envoient par terre les uns les autres. Et si jamais vous pensez pas à faire ce truc de génie du mal, c'est pas grave, vous vous sentirez brillant à un autre moment, la fois où vous accrocherez une bombe à un ballon et vous utiliserez la feuille pour faire un missile longue distance, et là vous aurez l'impression d'être génial. Mais pour que les devs soient sûrs qu'à un moment vous vous sentirez génial, ils ont été obligés de créer des objets avec 60 utilisations différentes. Et dans 10 ans, je tomberai encore sur des clips de gens qui font des trucs que je savais pas possible dans Breath of the Wild. Est-ce que vous savez qu'avec des écailles brillantes, un pouvoir qui fait du vent et une bombe, on peut faire un feu d'artifice ? Bien sûr que j'aurai toujours envie d'aller taper ce camp de gobelins après 30 heures, parce que ce sera une opportunité supplémentaire d'essayer un gameplay dont je ne gratterai jamais le fond. Maintenant la suite, Tears of the Kingdom s'apprête à sortir, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris tous ces éléments qui permettent de créer ce sentiment de « je crée ma propre aventure », et ils ont insisté dessus à 800%. Oh, c'était bien de monter sur un point en hauteur et de voir un truc intéressant au loin, tiens voilà des îles volantes. Les chances pour que tu vois pas ta prochaine aventure au loin en redescendant sur le royaume sont de 0. Oh, c'était cool de combiner les effets des objets ? Bah maintenant tu peux combiner les objets. Tous les objets. Et la situation où tu as l'impression d'être brillant parce que tu réussis une combinaison improbable vient de devenir 1000 fois plus probable. Et jamais un Zelda a autant ressemblé à son prédécesseur. Je pourrais l'appeler Breath of the Wild 2, que ça choquerait personne. Alors, le succès commercial leur a pas laissé le choix, c'est sûr, mais aussi quand la série s'est lancée il y a 35 ans, le tout premier jeu, il nous lâche sur une grande carte qui, fait très rare pour l'époque, est quasi entièrement ouverte. Et les donjons sont faisables dans à peu près n'importe quel ordre, et il y a des indices partout pour encourager l'exploration dans n'importe quelle direction, et on nous donne du feu pour faire des dégâts aux ennemis, mais on finit par réaliser qu'il sert aussi à cramer des arbres et à illuminer des pièces. Quand la technologie en est encore à des décennies de pouvoir faire des open world immenses et détaillés, tu te concentres sur des trucs que tu peux perfectionner, des donjons mémorables, des boss mémorables, des histoires mémorables. Mais c'est pas pour rien si au moment de concevoir la série, Miyamoto a pioché dans ses souvenirs d'enfance où il partait crapahuter dans la nature autour de chez lui en n'ayant pas la moindre idée de ce qu'il allait trouver. Et j'ai parlé à pas mal de gens pour préparer cette vidéo en leur demandant comment avait été leur expérience sur Breath of the Wild, et la réponse que j'ai eue le plus, c'est on voulait pas s'approcher de l'histoire, ni de près ni de loin, parce qu'on voulait pas que la balade s'arrête. Et sur la cartouche vieille de 35 ans du premier jeu, on pouvait lire quoi ? Accepter l'ultime défi d'une aventure interminable. Donc ouais, la formule a probablement pas beaucoup bougé de Breath of the Wild à Tears of the Kingdom, mais peut-être qu'il n'y a plus besoin. Peut-être que Zelda a juste toujours rêvé d'être Breath of the Wild. Hop là, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné un minimum envie de jouer à Zelda. Je m'appelle Augustin, j'ai une chaîne qui s'appelle The Great Review, où je raconte des histoires généralement en rapport avec le jeu vidéo, et voilà, j'ai été vraiment très heureux de faire cette collab avec le monde, et je vous dis à la prochaine.